les députés suppriment la limite d'âge de 75 ans pour être candidat à la présidentielle. L'amendement a été adopté par 315 voix contre 62 et 2 abstentions. En Afrique du Sud, le nouveau président du Congrès national africain a conclu la conférence de son parti en promettant d'éradiquer la corruption et d'accélérer la transformation radicale de l'économie. Et puis en Mauritanie, de jeunes militants d'organisations de la société civile arrêtés ce samedi lors d'une manifestation de l'opposition seront jugés ce jeudi à Nouakchott. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. On ouvre cette édition par le Rwanda où le président Paul Kagame a clôturé les travaux du 15e dialogue national. Pour ce dialogue national, il était question de débattre de la situation économique du pays et des questions relatives à l'unité nationale. Nassis Oum pour le reportage. Le centre de conférence de la ville de Kigali au Rwanda a réuni pendant 2 jours la 15e édition du dialogue annuel national. Plus de 2000 Rwandais, dont des représentants du gouvernement central, des gouvernements locaux de district, des entreprises, de la société civile, diplomates et des membres de la diaspora ont répondu présents. La stratégie nationale pour la transformation, les valeurs pour la prospérité et la place des jeunes dans la nouvelle société rwandaise ont été les sujets débattus au cours de ce dialogue. Que l'Afrique est plus jeune en termes d'habitants que la plupart des continents. Donc nous avons intérêt à développer notre jeunesse, à innover, à changer nos façons de faire, à accélérer la vitesse et surtout à intégrer la technologie. Les participants ont aussi discuté sur la nouvelle feuille de route et sur les mécanismes de sa mise en œuvre. C'est vraiment excellent et puis c'est une occasion qui est une occasion en or qui nous permet d'échanger avec la population rwandaise et les représentants du gouvernement pour savoir où se trouve le pays actuellement et la vision du pays dans l'avenir. Malgré tout, le Rwanda compte maintenir ses efforts pour atteindre son émergence d'ici 2020. Dans son discours de clôture des travaux du dialogue, le président Paul Kagame a été clair sur les perspectives d'avenir de la nation rwandaise. Le pays des 1000 collines va ainsi soumettre toutes les résolutions issues de cette 15e édition du Conseil national aux institutions compétentes pour ensuite l'adopter afin de permettre aux Rwandais de faire partie des pays émergents à l'horizon 2020. En Ouganda, les députés ont voté ce mercredi à une très large majorité la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Ce faisant, ils ouvrent la voie à une nouvelle candidature en 2021 du chef de l'État, Yoweri Museveni, âgé de 113 ans. Reportage. À l'issue de 3 jours de débats chaotiques, le Parlement ougandais, largement dominé par le parti au pouvoir, a adopté par 315 voix contre 62 et 2 abstentions l'amendement visant à amender la Constitution très controversée. Adopté ce mercredi, le projet de loi réintroduit une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005. Mais cette limite à 2 mandats n'entrera en vigueur qu'après la prochaine élection, permettant ainsi au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se présenter à nouveau à 2 reprises. Le mandat des députés a quant à lui été rallongé de 2 ans, passant de 5 à 7 années, repoussant ainsi les prochaines législatives à 2023. Pour l'avocat et défenseur des droits de l'homme Nicolas Opio, cette décision constitue un revirement pour le processus démocratique en Ouganda. Selon lui, dans un pays où, selon les observateurs internationaux, les élections ne sont pas le reflet de la libre volonté du peuple, la limite d'âge était l'unique soupape de sécurité qui aurait permis que le président Yoweri Museveni abandonne pacifiquement le pouvoir. Par contre, pour le porte-parole du parti au pouvoir, le mouvement de résistance nationale, Rogers Mulindwa, la loi n'était pas faite pour bénéficier au chef d'État actuel, mais destinée à lutter contre la discrimination par l'âge. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le nouveau président du Congrès national africain ANC s'est engagé ce mercredi à éradiquer la corruption et à accélérer la transformation radicale de l'économie. Cette promesse, Cyril Ramaphosa l'a faite au moment de conclure la conférence de son parti. Quelques jours après son élection à la tête du Congrès national africain ANC, Cyril Ramaphosa donne déjà un aperçu de ses ambitions.
Le nouveau leader de l'ANC a promis à ses partisans de tout mettre en œuvre pour éradiquer la corruption dans l'immédiat. L'actuel vice-président sud-africain s'est également réjoui que le parti de l'icône Nelson Mandela ait maintenu son unité malgré ses différentes fractures. Cyril Ramaphosa a aussi promis d'accélérer la transformation radicale de l'économie nationale au profit de la majorité noire du pays, dont une large partie vit toujours dans la pauvreté un quart de siècle après la chute de l'apartheid. Conformément aux résolutions prises pendant la conférence de l'ANC, Cyril Ramaphosa a confirmé que son parti souhaitait modifier la Constitution pour autoriser, et ce sous condition, l'expropriation des terres sans compensation. Au Nigeria, plusieurs gouverneurs des 36 États se sont opposés au projet du gouvernement d'octroyer $1 milliard supplémentaires générés par les fonds d'excédents pétroliers pour aider à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Les opposants estiment que ces revenus doivent être répartis de manière équitable entre tous les États du pays. Plus de précisions à travers cet élément. Le gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obaseki, membre de l'APC, le parti au pouvoir, a annoncé que le gouvernement fédéral avait reçu l'aval des gouverneurs pour accorder $1 milliard à la lutte contre Boko Haram. Un fonds qui sera prélevé sur les 2,3 milliards disponibles sur les comptes d'essais pétroliers. Mais la décision a soulevé de nombreuses critiques au sein de l'opposition et 4 gouverneurs s'y sont déjà opposés. Ayodele Fayose, gouverneur de l'État d'Ekiti, membre du PDP, parti de l'opposition, a d'ailleurs fait savoir qu'il porterait cette décision en justice. Ces revenus doivent être répartis de manière équitable entre tous ses propriétaires, selon ce fervent critique du président Muhammadu Buhari, qu'il accuse régulièrement de favoriser le nord musulman dont il est originaire, au détriment du sud à majorité chrétienne. Cette réserve d'argent appartient de manière égale, selon la constitution du Nigeria, au gouvernement fédéral, aux 36 États qui le composent, ainsi qu'aux districts locaux. À travers les médias locaux, le vice-président Yemi Osinbajo a toutefois défendu cette décision, affirmant que cette somme n'était pas seulement destinée à la lutte contre Boko Haram, mais aussi à la sécurité générale dans le pays. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Togo où les femmes et les jeunes étaient au cœur d'un séminaire de 3 jours à Lomé sur le projet de la recherche de l'importance du genre dans la lutte contre l'acquisition des armes et munitions par des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Les experts venus de 4 pays ont ouvert leurs travaux de 3 jours le 18 décembre dernier. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo pour le reportage. L'importance du genre dans la lutte contre l'acquisition des armes et munitions par les groupes terroristes dans les pays du bassin du lac Tchad. Le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique a réuni des experts de la sécurité publique, des femmes et la société civile à Lomé pour 3 jours de réflexion sur cette problématique qui s'accentue par la prolifération des armes légères. Ils sont venus du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Nous faisons venir ici à Lomé des experts, femmes en majorité de ces 4 pays, pour réfléchir, n'est-ce pas, à cette problématique de l'utilisation des femmes qui sont victimes, qui sont aussi de plus en plus utilisées comme actrices, malheureusement. Faire le diagnostic et puis venir avec des propositions concrètes de plans d'action pour voir comment essayer de mieux intégrer la question du genre dans la lutte contre la prolifération des armes et le détournement par les groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Plus de 80% des victimes de guerre, femmes et enfants, sont tuées par les 100 millions environ d'armes légères et de petits calibres qui se retrouvent en Afrique, parmi plus de 875 millions éparpillés aux 4 coins de la planète, selon le dernier rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, GRIP. C'est les femmes qui payent des lourds tributs. C'est les femmes qui sont violées en cas de guerre. C'est les femmes qui abandonnent leur mari. C'est des femmes qui trimballent les enfants à chaque fois et je crois que c'est la femme qui souffre davantage en cas de guerre. Je voudrais souligner au passage qu'outre le fait d'être victimes, certaines femmes sont actives et jouent des rôles de messagers, d'espions, de recruteurs, de fournisseurs de fonds, de contrebandiers
et de plus en plus de kamikazes au sein du groupe Boko Haram. Plusieurs communications sur la contribution des femmes à relever le défi lié à la paix, à la sécurité, à la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme ont enrichi cette rencontre sous-régionale sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad. En Mauritanie, 6 personnes seront jugées ce jeudi à Nouakchott pour troubles à l'ordre public et rébellion contre l'autorité de l'État. Il s'agit de jeunes militants d'organisations de la société civile arrêtés samedi dernier lors d'une manifestation de l'opposition alors qu'ils brandissaient l'ancien drapeau mauritanien. 6 militants mauritaniens de la société civile comparaissent devant la justice pour troubles à l'ordre public et rébellion contre l'autorité de l'État. Ils ont été arrêtés par les forces de l'ordre samedi alors qu'ils brandissaient l'ancien drapeau mauritanien au cours d'une manifestation de l'opposition. La bannière nationale et l'hymne national ont été changés en août dernier. Après avoir passé 4 jours en garde à vue, les 6 militants arrêtés ont finalement été déférés devant le parquet mardi matin. Après examen du dossier, le procureur a demandé un complément d'enquête. Il a finalement prononcé les chefs d'accusation retenus à l'encontre des 6 prévenus, troubles à l'ordre public et rébellion contre l'autorité de l'État. Les militants auraient commis des violences contre des forces de l'ordre durant la manifestation. Pour les membres de la société civile, l'audience a en réalité pour objectif de juger les gens pour leur appartenance à des mouvements de la société civile. Et puis le Burkina Faso a décidé d'interdire les importations en provenance de Corée du Nord. À travers cette décision, le pays rappelé à l'ordre par Washington se conforme aux résolutions de l'ONU qui interdisent toute activité commerciale avec ce pays sanctionné pour ses essais nucléaires. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement burkinabé. Cette décision fait suite à une interpellation des États-Unis courant octobre dernier à l'État burkinabé qui continuait à avoir des relations commerciales avec Pyongyang malgré les sanctions. À la suite de cette interpellation, une enquête a été diligentée aussi bien au ministère du Commerce qu'au niveau du département des Finances, selon les explications d'Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse. Des enquêtes qui ont permis de constater qu'il y avait des opérateurs économiques qui faisaient des importations en provenance de la Corée du Nord. Le président Roch-Marc Christian Kabouré a alors donné des instructions à ces 2 ministères de mettre fin à ces importations. Selon des chiffres officiels, les importations en provenance de Corée du Nord, portant essentiellement sur des produits pétroliers, se sont élevées à plus de 3,8 milliards de francs CFA en 2016. En septembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, sur proposition de Washington, une nouvelle batterie de sanctions économiques sévères contre la Corée du Nord. Par ces sanctions, l'ONU entend pousser le régime nord-coréen à renégocier ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel, jugés menaçants pour la stabilité mondiale. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.